Il est 9h10 et c'est le débat du jour avec vous, Louis Dauphren. Et oui, Pierre-Hugues, on vous retrouve demain à partir de 6h30 pour la matinale. Excellente journée, Pierre-Hugues. Merci, bon débat à vous. Et bien sûr, merci beaucoup, Pierre-Hugues. Et puis, bien sûr, vous avez une adresse à laquelle vous pouvez vous exprimer, poser vos questions. 2 adresses même selon le réseau auquel vous êtes fidèle, direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com pour le débat du jour qui nous emmène jusqu'à 10h. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il y a des montagnes, des vaches violettes et du chocolat. C'est bien sûr la Suisse. On va en parler avec une votation qui fait parler d'elle avec nos 2 invités, nos 2 débatteurs. Puis il y aura aussi d'autres sujets. C'est le principe du débat du jour, de commenter agréablement l'actualité pendant à peu près 1 heure. Constantin de Vergennes nous accompagne. Il est journaliste à France Catholique. Bonjour Constantin. Bonjour Louis, bonjour à tous. Et Alexandre Poidatz, membre fondateur de Lutte et Contemplation. Bonjour Alexandre. Bonjour. Un petit rappel sur Lutte et Contemplation. C'est un mouvement de chrétiens qui vise à vivre des moments de fraternité ensemble, de prière, mais aussi d'action sur la transition écologique et sociale. Et nous sommes à partisans, donc tout propos n'engage que moi. Voilà, eh bien, bienvenue Alexandre. Alors justement, sur cette question de transition écologique, d'écologie en règle générale, c'est là que la question suisse nous intéresse aujourd'hui. On va en parler avec les Suisses qui ont massivement rejeté une initiative des écologistes. Je vous en dis plus dans un instant. Puisque cette initiative vise à inscrire dans la Constitution suisse, ce qui n'est pas rien, le respect des limites naturelles de la planète. Oui, j'ai bien dit le respect des limites naturelles de la planète. Voilà ce sur quoi les Suisses étaient appelés à se prononcer par référendum pour une économie responsable dans les limites de la planète. C'est exactement le libellé de cette votation qui a été rejeté à un peu plus de 70%, selon un décompte donc, fait par les autorités fédérales sur l'application Vote Info. Le non l'a emporté dans tous les cantons suisses. Ça peut surprendre pour un pays quand même qui est évidemment connu pour sa rationalité, son côté aussi assez libéral, mais aussi sur le cadre de vie auquel il attache beaucoup d'importance. Alexandre Poidatz, qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve ça déjà super que cette initiative ait pu avoir lieu, qu'il y ait pu avoir un vote sur ce sujet. L'intérêt, c'était vraiment de prendre en compte l'ensemble des limites planétaires ensemble, en même temps, dans une même votation. C'est-à-dire qu'en général, on a des lois où il va y avoir des sujets qui vont soit débattre, par exemple, de la pollution de l'eau d'un côté, ou de la pollution des sols, ou encore du réchauffement climatique. Et là, c'était vraiment l'ensemble qui était discuté. Mais bon, je suis un peu déçu du résultat. J'aurais préféré donc que c'était macro, oui. Quoi. Vraiment... Exactement. Au plus vaste. Hein. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre c'est quoi ces limites planétaires. C'est le moment à partir duquel, en fait, il y a une capacité de renouvellement de la planète, donc des éléments naturels qui sont impossibles. C'est-à-dire que si on pêche trop de poissons, à un moment, la reproduction des poissons ne va pas assez vite par rapport à ce qu'on va pêcher. C'est un peu ça sur toutes les limites planétaires, donc sur le sol, sur l'eau, sur le climat, sur le réchauffement climatique, etc. Et donc là, de prendre tout en compte en même temps, ça aurait pu être assez systémique et très important pour pouvoir vraiment respecter tout simplement ce qu'on appelle les limites planétaires et vraiment engager une transition écologique, une planification écologique de l'ensemble d'un pays. Donc au moins, ça a eu le mérite d'exister et d'être mis sur la table. Maintenant, le débat, ça va être pourquoi les Suisses n'ont pas voté pour ça, et donc encore une capacité de, je pense, pédagogie auprès de la population pour dire que derrière, ça aurait été bénéfique pour une grande partie de la population et pas uniquement, ça n'aurait pas été uniquement quelque chose de néfaste comme ça a pu être présenté par certains partis ou certains groupes de personnes en Suisse. Il y a le gouvernement fédéral, les partis conservateurs, les milieux économiques qui étaient fermement opposés à ce texte et apparemment ça a eu une influence sur le vote des Suisses. Constantin de Vergennes. Il y avait aussi les agriculteurs. En fait, je pense qu'il y a une question de forme et une question de fond, sachant que la question de forme, on va dire que c'est plutôt une question de stratégie politique. J'ai l'impression que l'enseignement un peu à chaud qui a été tiré de ce résultat, c'est que d'abord la période n'était pas favorable pour une votation parce que les Suisses ont déjà voté il n'y a pas longtemps. En plus, la période apparemment du mois de février n'est pas favorable. Ils ont déjà fait une votation sur l'élargissement des autoroutes, me semble-t-il, et sur la biodiversité également. Donc c'est la 3e fois en mois, en un an qu'un tel sujet revenait sur la table. Je crois qu'il y a aussi une forme de saturation médiatique de ces questions d'écologie chez les Suisses. Voilà à mon avis pour la forme et la stratégie politique. Ensuite pour le fond, très concrètement, je crois que ce qui a posé problème aussi, c'était que cette votation provoquait un engagement, je crois sur une durée de 10 ans, il me semble, et que ça allait mécaniquement provoquer une hausse des prix, et que ça provoquait également une grande colère du monde agricole. Donc assez paradoxalement, il me semble, là c'est un peu pour être taquin, c'est que finalement c'était un peu une votation, on va dire une votation bourgeoise abstraite qui se heurtait au concret prolétaire,
notamment des agriculteurs. Bon, ça, c'est pour être un peu taquin, mais la question de fond, c'est comment est-ce qu'on prend en compte dans ces questions d'écologie les états de fait et l'attachement des personnes à leur cadre de vie. C'est la question effectivement de la pédagogie et peut-être aussi la question de proposer un emploi du temps, une perspective raisonnable. Et là, manifestement, 10 ans, cela semblait bien trop dur pour les Suisses. Les conséquences, semble-t-il, l'effet mécanique, ça aurait été, disent certains experts, une diminution de la diversité de l'offre dans les domaines autant variés que sont l'alimentation, le logement, la mobilité ou encore les vêtements. Alors, l'UDC, la droite radicale, embraye sur ce discours-là, mais est-ce que vous validez l'effet mécanique au-delà de l'aspect polémique sur les questions écologistes? Est-ce que, Alexandre Polatz, vous validez l'effet mécanique? Si on vote sur des questions qui touchent aux limites de la planète, est-ce que ça gèle une offre? Et donc, ce faisant mécaniquement, économiquement parlant, cela entraîne une diminution donc de l'offre et une augmentation des prix? Non, je ne suis pas d'accord. Le coût de la transition environnementale, de l'inaction de la transition environnementale sera toujours supérieur à n'importe quel autre investissement. Donc je m'explique. En l'occurrence, là, je pense qu'il y a une notion de court terme et long terme. À court terme, on peut peut-être avoir ce type d'effet-là. Effectivement, c'est ce que vous venez de décrire, parce que le but, c'est d'avoir sur certains secteurs d'activité, mais en fait, c'est pas prendre l'ensemble. Donc ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que si on va avoir à court terme sur de la consommation de produits qui sont néfastes pour l'environnement, effectivement, une hausse des prix. C'est la mécanique de marché qui est nécessaire pour dissuader d'aller vers d'autres consommations qui vont être plus bénéfiques. Prenons l'exemple des vêtements. Tenez, les vêtements de basse qualité chinois qui inondent le marché européen, on peut dire c'est mauvais pour la planète, c'est mauvais pour les fabricants, les fabricants, ceux qui le produisent, les enfants particulièrement, dans les goulags chinois, on peut imaginer ça. C'est mauvais pour le consommateur qui va se revêtir de vêtements qui peuvent nuire à sa santé. Il y a quantité d'arguments pour mettre fin à ce type de produits. Exactement. En fait, on ne met pas du tout en cause l'économie marché en général, etc. Enfin, cette votation ne remet pas en cause cela. Elle dit juste que là-dedans, il faut prendre en compte des éléments scientifiques élémentaires et donc peut prendre en compte des externalités sociales et environnementales, comme vous l'avez décrit par exemple sur les vêtements. Et donc oui, peut-être que à court terme, ça va coûter plus cher de prendre des produits Shine par exemple du fabricant chinois, mais donc de plus les prendre pour prendre d'autres vêtements. Voilà, ça va coûter plus cher. C'est-à-dire que ça va réorienter la consommation, et donc c'est une responsabilité à la fois du consommateur, mais aussi du producteur. Et c'est pour ça que je parlais de court terme et long terme. Je ne suis pas sûr, en fait, c'est peut-être là où on diverge. Je ne suis pas sûr que à long terme, en fait, au contraire, je pense que c'est les plus précaires et les plus pauvres qui vont subir l'inaction environnementale. Et ils le subissent déjà à court terme. Ce que on a tendance à dire et à croire, c'est dire oui, mais si on prend en compte la planification écologique dès maintenant, ça va peser sur le pouvoir d'achat, ça va peser sur les plus précaires, ça va peser sur les agriculteurs, par exemple. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Déjà, faut regarder par secteur d'activité, faut regarder vraiment très précisément. Donc là, c'est un peu difficile parce qu'on a un panorama très large. Mais surtout, il faut comprendre, par exemple, si on prend le CO2, le réchauffement climatique, l'empreinte carbone, qui est quand même l'indicateur dont on parle beaucoup. Donc là, c'est qu'une des 9 limites planétaires, je précise. Qui pollue le moins? Ce sont les plus pauvres. Par exemple, en France, les 50% les plus pauvres en France, pardon, j'ai pas les chiffres suisses, mais je connais plus les chiffres français, mais les 50% les plus pauvres en France, ils sont déjà presque dans le budget carbone, dans les limites planétaires, si vous voulez. Donc eux, ils sont déjà dans les clous. Et donc, changer un modèle de vie et changer un modèle économique à l'heure actuelle, ça pèserait plutôt sur les plus riches. Mais c'est-à-dire, vous proposez à la société d'être pauvre pour respecter la planète. Non, mais si on résume, d'ailleurs, il y a un homme politique qui a dit ça, je ne sais plus lequel, nous détruirions la prospérité de la Suisse avec un niveau économique similaire à des pays comme l'Afghanistan, Haïti ou Madagascar. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est hyper caricatural. Non, c'est au contraire. Par exemple, la Somalie a un impact carbone très faible. Oui, non, mais bien sûr. Et l'idée, c'est juste de dire, 50% des Français ne vivent pas en pauvreté totale. Ce qu'il faut dire, c'est au contraire. Je vais prendre des exemples très simples. Aujourd'hui, si vous voulez rénover votre logement, parce qu'il y a quand même, dans le rapport de la Fondation Abbé Pierre la semaine dernière, qui est sorti, l'ex-Fondation Abbé Pierre, pardon, il y a 30% des Français qui sont en situation de précarité énergétique. La précarité énergétique, c'est-à-dire qu'on a froid chez soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui touche à la pauvreté. Aujourd'hui, un Français moyen, s'il veut rénover son logement, il a besoin en moyenne de 1 an de revenus. Si vous faites partie des Français des 10% les plus pauvres, vous avez besoin de 10 ans de revenus.
Donc vous voyez, en fait, non, ce sont les plus pauvres qui subissent le plus la transition écologique s'il n'y a pas d'aide derrière, s'il n'y a pas de planification écologique et de plan pluriannuel, c'est ce que vous disiez. Donc en fait, on ne peut pas juste laisser le marché fonctionner tel qu'il est, il faut absolument mettre en place des lois de planification écologique pour faire en sorte que justement, il y ait un relèvement du seuil pour les plus pauvres, qu'il y ait une classe moyenne qui arrive déjà, entre guillemets, à vivre avec les limites planétaires et avec un budget carbone raisonnable, et que par contre, il y a au-dessus des personnes qui ont un mode de vie qui, oui, dépasse les limites planétaires, et ça, il faut le limiter. Donc c'est plutôt ces personnes-là, et donc notamment, par exemple, l'utilisation de l'avion, des yachts, des jets, notamment, en fait, la plus grosse empreinte carbone, ça va être lié au transport. Et donc les transports, c'est pas un mode de vie nécessaire, en tout cas. Je parle pas de la voiture au quotidien pour aller au travail, etc. Je parle de vraiment voyager à l'autre bout du monde. Ça. Donc il y a vraiment des choses qu'on peut limiter et d'autres qu'on peut augmenter à l'inverse. Limiter le train de vie des jet-setters. Constantin de Vergennes, que pensez-vous de cette argumentation ? Effectivement, je pense que toute la question, c'est dans quelle mesure est-ce que l'écologie fait peur et quelle pédagogie mettre en place. Sauf erreur de ma part, cette votation, s'il avait été acceptée, demandait aux Suisses de réduire, je crois, de 90% leur empreinte carbone sur 10 ans. Donc ce qui est, c'est 90%, c'est énorme. Donc c'est vraiment un changement de vie radical. Et c'est là où je pense que l'Église a son rôle à jouer avec cette notion d'écologie intégrale, ce que le pape François a dit. Parce que pour moi, la question de fond, c'est la question aussi du matérialisme. C'est-à-dire demander à des personnes de changer de vie du jour au lendemain, alors qu'ils sont habitués au confort des choses, mais sans perspective, j'allais dire, surnaturelle, au sens religieux du terme. C'est quasiment mission impossible. Quand vous êtes habitué depuis des générations et des générations à vivre de la façon dont nous vivons, dire d'ici 10 ans, il va falloir tout revoir, faire la révolution, c'est quelque chose peut-être de difficilement audible. Donc, voilà. Vous pensez qu'il y a besoin d'un idéal supérieur pour accepter une quantité de sacrifices qui vous amènerait à changer de mode de vie ? Manifestement, puisque ça fait, je ne sais pas depuis combien d'années que vraiment le discours écologiste se fait de plus en plus alarmant. Je ne dis pas alarmiste, je dis alarmant. On peut dire alarmiste pour certains. Alors après, il faut aussi reconnaître quand même que les Français changent leur habitude et que c'est pas qu'on n'est pas non plus toutes les petites habitudes, ne serait-ce que de tri, des gestes du quotidien. J'ai quand même l'impression que c'est globalement accepté par la population. Mais effectivement, si le constat des scientifiques ne suffit pas à mobiliser l'opinion, peut-être qu'il faut passer au stade supérieur. Alexandre Poidat, là-dessus précisément, le pape François, idéal supérieur, on ne peut pas demander aux gens qu'ils aillent au-delà de ce qui est en mesure, qu'ils acceptent en fait. Tout simplement, s'il n'y a pas d'autres choses derrière, d'autres éléments derrière. Mais c'est très intéressant parce que le pape François, dans la date aussi, qui est l'encyclique sur l'écologie, où il invite tout le monde à se mobiliser là-dessus, il dit par exemple sur la consommation, le mode de vie, la façon avec laquelle on va se comporter. Donc effectivement, les Français font de plus en plus d'efforts là-dessus. Il dit que ça invite à un vrai changement culturel et que c'est nécessaire. Mais il dit un point très important, ce n'est pas suffisant. Et donc, c'est là le point important où il dit que ce n'est pas suffisant, c'est avant tout les personnes qui sont responsables, donc les responsables politiques, les responsables à la tête de très grandes entreprises qui ont le pouvoir de changer les choses. Et ça, c'est un élément absolument très important. Donc, c'est pas que par la consommation, c'est aussi par l'offre. Et donc, en l'occurrence, on parlait par exemple de fabricants chinois tout à l'heure, etc. S'il n'y a pas de régulation sur un système économique qui offre des produits très peu chers, ultra compétitifs, mais qui vont mettre en danger la planète, effectivement, on va droit dans le mur. Et donc, il faut que les personnes qui ont du pouvoir puissent enclencher cela. Donc, ça passe évidemment par les responsables politiques, d'où l'intérêt d'une votation, il me semble, ou en tout cas, on peut peut-être allonger la durée, voir les effets sur certains secteurs d'activité, faire des plans d'accompagnement pour par exemple les agriculteurs, des aides financières, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas du tout balayer de côté en disant on va rien faire. Donc là, il y a une responsabilité politique à avoir. Et de l'autre côté aussi, une responsabilité du point de vue de l'offre et de régulation et de nuances dans ce système économique. Donc typiquement, aujourd'hui, ce qui va pêcher, ça va être l'investissement. Je parlais d'investissement parce que vous voyez, tout financement d'aujourd'hui façonne le monde de demain. Est-ce qu'aujourd'hui, on préfère investir dans des nouveaux puits de pétrole ou de gaz, ou est-ce qu'on préfère développer les énergies renouvelables et bas carbone ? Et en fait, là-dessus, le consommateur, le citoyen moyen, il n'a pas le pouvoir de faire ça. Donc il faut vraiment un appel aussi aux responsables politiques et économiques à investir d'un point de vue de planification écologique d'un autre côté pour accompagner l'ensemble de la population et aussi des responsables économiques, des multinationales pour pouvoir investir dans une transition qui pourra permettre d'offrir des produits de bonne qualité, bons pour la santé, bons pour l'environnement.
Constantin de Vergennes. Oui, comme d'habitude, je pense que c'est une question d'équilibre. Pour que l'offre fonctionne, il faut qu'il y ait une demande. Bon là, par exemple, la demande n'était pas là. Je crois que c'est 70%, c'est ça, des 70% qui ont refusé. Juste peut-être relever un point, parce qu'en préparant cette discussion, je lisais un article du Temps, un journal suisse, qui citait une élue socialiste de Neuchâtel, dont j'ai oublié le nom, qui a une expression assez intéressante, qui déplorait le résultat de la votation, en disant on ne pense qu'au temps zéro. L'expression de temps zéro, c'est assez intéressant, c'est une expression scientifique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, au lieu de dire on ne pense qu'au court terme, je trouve que l'expression temps zéro est assez révélatrice, et il faut reconnaître à ce style d'initiative, et je pense que toutes les strates, toutes les sphères de la politique devraient s'inspirer, il faut reconnaître aux militants écologistes une conscience du temps long. Et on a parfois l'impression, même dans les politiques culturelles, internationales, économiques, alors un peu, notamment via les retraites, on parle du temps long, mais à part ça, les politiques familiales, typiquement, le temps long est complètement absent. Donc il faut reconnaître et peut-être s'inspirer de cette notion de temps long, de se dire que voilà, il y a notre génération et qu'après notre génération, il y en aura une autre, etc. Et du compte à rebours. Et du coup, oui, compte à rebours, oui, surtout d'un point de vue, le compte à rebours. Politiquement, c'est génial quand même comme invention. Oui, c'est une très bonne invention. Puis, oui, demain, ça sera trop tard. Non, mais c'est vrai que ça marche, Alexandre Podat. Le compte à rebours. Le compte à rebours, le principe du compte à rebours. J'entends du point de vue du calcul politique. Si on est cynique. Le compte à rebours, il marche, à mon avis, dans deux sphères politiques. Il marche du côté des identitaires avec le grand remplacement et du côté des écologistes avec l'apocalypse écologique. Effectivement, il y a ces deux modes d'expression qui sont quand même assez forts, en tout cas qui passent en subliminal. Alors, moi, je pense si on n'agit pas, ça sera trop tard. Non, mais effectivement, il y a un peu. Alors, je suis d'accord qu'il ne faut pas non plus avoir un côté alarmiste parce que ça désengage les citoyens et les citoyennes. Ça va appuyer sur notre impuissance. Et donc, c'est absolument fondamental de dire qu'il est possible de faire la transition écologique, qu'il est encore possible de faire les choses, mais qu'il faut planifier dès aujourd'hui. Pour autant, on voit bien que les conséquences du réchauffement climatique, là je parle notamment du réchauffement climatique, est de plus en plus important. Il faudrait aussi un peu... alors, au moins s'alarmer, pas être alarmiste, mais au moins s'alarmer. Et donc, moi, c'est drôle parce que quand vous avez parlé de compte à rebours, j'ai tout de suite entendu le TikTok environnemental. On est à minuit -1 de la catastrophe environnementale. On a encore des dizaines d'années, si vous voulez, mais il faut absolument l'enclencher dès maintenant. Ce que je trouve intéressant... Est-ce que ce n'est pas jouer sur les peurs, Alexandre Podat, ça Non, je ne pense pas. La peur est un ressort très très puissant de la politique. C'est pas forcément sur les peurs, mais il faut aussi dire la vérité, tout simplement. Il faut aussi dire ce qui se passe. Je veux dire, le constat scientifique élémentaire dont on parlait au début, j'aimerais bien qu'on se mette d'accord sur le consensus scientifique. Là, on parlait des limites planétaires, qui est un outil scientifique développé. On a presque désormais 7 sur 9 limites planétaires qui ont été dépassées, c'est-à-dire qu'on va arriver dans une situation où la planète ne peut plus se restaurer par elle-même. Donc oui, c'est un peu inquiétant, et c'est un point de vue scientifique. Je veux dire, la science est un élément constitutif de notre société pour se dire c'est une vérité, en tout cas partagée par le milieu scientifique, sur lequel on peut tous se mettre d'accord et avancer ensemble. Donc de ce point de vue-là, ça me semble être, oui, un peu alarmant, mais il faut le dire, mais il ne faut pas faire peur. Pour justement rassurer la population, il faut pouvoir planifier, rassurer, et donc mettre en place des choses. Et donc très concrètement, juste une chose, parce que c'est assez intéressant. On a plus temps après, mais... Allez, on reprend juste après 9h30, si vous voulez. Gardez votre argument, puis je donnerai la parole aussi à Constantin de Vergennes. Constantin de Vergennes, Alexandre Poidat, le débat du jour, direct@rcf.fr et direct@radio-notre-dame.com. Les infos à suivre. L'émission Le Génie du Christianisme vous propose d'évoquer chaque semaine un aspect de ce génie du christianisme, religion de l'incarnation qui nous offre une civilisation marquée par la recherche et la conquête du vrai, du beau et du bien, et ce dans tous les domaines, culturel, artistique, philosophique, social, économique et politique, et bien sûr religieux. Le génie du christianisme, tous les lundis à 14h et le vendredi à 18h30. Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien ? Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers ? Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis. La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 03 03. 01 42 11 03 03. Certifié Qualibat et RGE. Chaque matin, nourrissez-vous de la parole de Dieu et commencez la journée sereinement. Dès 5h50, retrouvez l'évangile du jour toutes les heures, lu et commenté dans un esprit de partage.
Et tous les jours à 6h50, la lecture et le commentaire sont suivis de la prière du matin. Radio Notre-Dame, nos émissions vont reprendre. Un point sur l'info, Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour, le cessez-le-feu s'effrite à Gaza et se joue autour de la question des otages. Israël menace de reprendre les combats à Gaza si les otages ne sont pas libérés d'ici samedi. Après avoir mobilisé dès lundi des troupes autour de la bande de Gaza, l'armée israélienne a annoncé hier l'envoi de renforts supplémentaires. Le Hamas affirme rester attaché à l'accord de cessez-le-feu, mais accuse Israël de ne pas respecter ses engagements et de refuser d'entrer dans la seconde phase de négociation. Reprise des affrontements dans l'est de la RDC, ils opposent l'armée congolaise et le M23 allié des troupes rwandaises. L'éclatement des combats met fin à une courte accalmie qui avait suivi un appel au cessez-le-feu des dirigeants africains. Volodymyr Zelensky envisage d'éventuelles négociations de paix sous l'égide des États-Unis. Le président ukrainien s'est dit prêt à un échange de territoire avec la Russie. Hier, Moscou a libéré un détenu américain. Donald Trump veut y voir le début d'une relation entre les deux pays. Elle pourrait mener à la fin de la guerre en Ukraine. Les Européens redoutent un éventuel accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, qu'il se fasse sans eux et au détriment de Kiev. Le secrétaire américain de la Défense est attendu aujourd'hui pour une première visite au siège de l'OTAN à Bruxelles. L'Américain compte accentuer la pression sur la participation financière des alliés européens. À l'Assemblée française débute l'examen d'un texte controversé de Gabriel Attal, soutenu par le gouvernement. Le projet vise à durcir la justice des mineurs, comparution immédiate, sanction des parents, dérogation à l'excuse de minorité. Le texte n'est pas soutenu par la gauche. Le procès de l'attentat de la basilique de Nice se poursuit à la cour d'assises spéciale de Paris. L'accusé, un Tunisien de 25 ans, est jugé pour la mort de 3 paroissiens à l'arme blanche en octobre 2020. Il a affirmé qu'un musulman a le droit de tuer celui qui le tue. L'Église a décidé de se constituer partie civile. C'est une première dans un procès pour terrorisme. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. La basilique de Nice, on va y venir dans un instant, juste après une autre info que l'on va commenter, le pape François et les migrants. Et puis, retour sur cette info que j'avais choisie parce qu'elle se déroule en Suisse, pays reconnu pour son pragmatisme, qui est à l'abri quand même un petit peu des passions françaises, et les Suisses qui ont rejeté massivement une initiative de responsabilité environnementale sur les limites de la planète que l'on pourrait s'imposer, avec des conséquences économiques fortes, ce que les Suisses ont jugé intenable et qu'ils ont donc rejeté à plus de 70%. Alexandre Poilatz en parlait et Constantin de Vergennes, Alexandre Poilatz, Lutte et Contemplation, Constantin de Vergennes, France catholique. On parlait à l'instant de la peur, l'outil de la peur qui peut être un outil de mobilisation, ce que vous contestiez, Alexandre Poilatz. Ouais, en fait, jouer sur l'émotion aussi, ça peut être un outil de mobilisation, mais il ne faut pas non plus avoir une enclume sur la population. Ce que je voulais juste dire, c'est pour prendre, si on part de la science et d'une des limites planétaires qui a été dépassée, c'est celle sur les sols, l'acidification des sols et le fait que les sols ne puissent plus se régénérer. Et donc, on parlait des agriculteurs au début. D'un point de vue scientifique, c'est quand même très clair qu'on va devoir se passer des pesticides petit à petit et qu'on doit s'en débarrasser. Je sais que ça doit être très compliqué pour certains agriculteurs qui l'utilisent aujourd'hui d'entendre cela, mais il faut dire la vérité. Donc, si on ne se passe pas des pesticides et qu'on reste dans un syndrome de l'autruche à court terme à faire ça, on ne va pas s'en sortir. Donc, c'est là où il faut avoir une planification de long terme. Il faut pouvoir accompagner, rassurer, faire de la pédagogie auprès des agriculteurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut être alarmiste en leur disant c'est du jour au lendemain, mais il faut dire il faut prévoir dès aujourd'hui, sauf que ça fait 10, 20, 30, 40 ans, si on regarde même 50 ans, si on regarde le rapport Midos, qu'on dit qu'on doit limiter les effets sur la planète. Donc oui, plus le temps avance, plus le discours va être entre guillemets alarmiste et alarmant, mais je pense que c'est nécessaire si aussi nos responsables ne prennent pas conscience de l'ensemble des enjeux. Constantin de Vergennes. Oui, je partage le constat sur les agriculteurs. Il y a quelques mois, de longs mois d'Enfance catholique, on avait proposé une grande discussion, un grand débat entre paysans, je précise paysans parce que voilà, eux-mêmes revendiquaient le terme de paysans, et qui expliquaient bien, décortiquaient bien comment tous les paysans de France étaient fait piéger en gros dans les 30 glorieuses, voilà, notamment par les chambres d'agriculture qui leur avaient un peu imposé un modèle productiviste avec effectivement des tonnes et des tonnes de pesticides. Et qu'il fallait en sortir, notamment en retrouvant la sobriété. On retombe peut-être sur la question du matérialisme évoqué plus tôt. Sur la question de la peur,
je pense aussi qu'une des raisons pour lesquelles il peut y avoir un peu de résistance, notamment chez les Suisses, pour cette question, c'est sans doute qu'ils peuvent pressentir que dans une partie de l'écologie politique, il y a peut-être cette idée sous-jacente que l'homme serait un parasite. Benoît XVI disait que l'homme avait une primauté sur le reste de la création. Et je pense qu'il faut toujours rappeler ça, voilà, même quand on est responsable politique, que l'homme n'est pas un animal comme les autres. Et là aussi, je pense que l'Église a un rôle à jouer, notamment via cette notion d'écologie intégrale, qui essaie de réconcilier l'écologie, dont Pape François parle beaucoup au passage, qui essaie de réconcilier l'écologie pratique, concrète, avec l'écologie humaine du respect de la dignité de chaque personne. Est-ce un discours que vous tenez, Alexandre Podat, sur la primauté de l'homme sur la nature? Non, la lutte et contemplation. Dans la création. Oui, c'est-à-dire que moi je partage la vision de l'écologie intégrale comme la définition de ce que je comprends, en tout cas la lecture de la date aussi, d'une relation nouvelle des hommes entre eux et des hommes avec la nature. C'est-à-dire qu'il faut créer du lien avec la nature et avec les hommes. Et donc de ce point de vue-là, je partage si cette définition-là auquel vous... Mais l'homme est-il un animal comme les autres? L'homme, oula, là, c'est une grande question. Qu'est-ce qui a plus de valeur, quoi, un homme ou une vache? C'est ça la question de fond. Ah ouais, vous posez une bonne question. Je pense que c'est difficile pour moi de juger de cela, mais ce qui est intéressant, c'est plus quel lien on fonde entre nous. C'est-à-dire qu'on parle de discours de peur, etc. Moi, je pense qu'il y a aussi un discours de peur qui joue sur l'inaction. C'est-à-dire, attention, si on change... on va affaiblir les modes de vie, c'est les plus pauvres qui vont plus subir, etc. Donc il y a un discours de peur des deux côtés. Oui, mais est-ce que derrière il y a un agenda un peu animaliste qui consiste à, comme l'a dit Constantin, à voir l'homme comme un parasite? En fait, c'est l'homme qui est à éliminer, c'est lui qui est une nuisance pour la planète. Moi je ne partage pas ça, évidemment. Enfin, je ne pense pas que l'homme est à éliminer, au contraire. L'homme est une très belle création. Et je crois, c'est plus quelle partie de l'homme on réveille. Évidemment qu'il y a aujourd'hui des conditions animales, il y a un enjeu de bien-être animal, on peut penser à certaines fermes-usines, etc. Et donc il faut respecter cela. Après, il y a aussi une relation entre les humains. Donc, je veux dire, moi je parlais du discours avant qui faisait peur de ne pas changer, parce qu'on est quand même dans un modèle compétitif. Et là-dessus, on peut se mettre d'accord, je pense, où on va être appelé justement à dire il faut que tu sois le meilleur. Et je veux dire, on en parlera juste après avec Donald Trump. Et le discours, c'est quand même dire c'est la loi du plus fort. Là-dessus, c'est une version de l'homme que je ne partage pas. Moi, je partage une version de l'homme qui prône la coopération entre les humains. Et je pense que c'est ça l'écologie politique, et aussi la coopération avec le milieu de la nature, sans détruire notre habitat autour de nous, donc que ce soit les animaux ou le sol, l'eau, etc. Donc, Alors, le pape François, justement, on va en parler, si vous le voulez bien. Le pape qui avait déjà critiqué mi-janvier, à la veille de l'investiture de Donald Trump, son plan d'expulsion de migrants sans papier, qui représentait une calamité, c'était le terme qu'il avait utilisé. Et de nouveau, le pape François s'est exprimé sur le sujet. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise, on connaît sa position, mais le président Donald Trump étant très présent dans l'espace médiatique sur un certain nombre de points, d'ailleurs souvent très éloignés les uns des autres, qui donnent un petit peu le vertige. Mais comme il va procéder à des expulsions massives de migrants, il entend le faire, il estime, le pape, que cette politique représenterait une crise majeure qui porte atteinte à la dignité des personnes qui, dans de nombreux cas, ont quitté leur pays pour des raisons d'extrême pauvreté, d'insécurité, d'exploitation, de persécution ou de grave détérioration de l'environnement. On rejoint le sujet. Et qui, donc, Donald Trump risque de porter atteinte à la dignité de nombreux hommes et femmes, a déploré le pape François. Constantin de Vergennes. Alors, bon, déjà, c'est le pape, donc il faut écouter ce qu'il a à dire. Le fait de rappeler que tout migrant a une dignité humaine inaliénable, bon, ça, il est dans la ligne droite de tous les papes depuis Léon XIII, qui est le premier vraiment à s'être exprimé sur la question de l'immigration. J'ai lu la lettre en entier adressée, qui n'est pas très longue, donc je ne m'en vante pas, adressée aux évêques. Alors, ce qui est assez intéressant de constater, c'est que le pape reste sur la ligne de crête, en fait, qui est la ligne de crête que l'Église a sur l'immigration. C'est-à-dire que, effectivement, il y a cette condamnation. Je dirais peut-être notamment de la forme, je pense qu'on va y revenir, mais de la forme de communication politique de Donald Trump et de cette annonce. Il avait annoncé, je crois, vouloir déporter les 11 millions d'immigrés sur le sol américain illégaux. Alors, je crois que ça va être un peu compliqué, 11 millions, parce qu'il me semble avoir lu sur un site américain, je crois que c'est sur ABC, qu'au rythme auquel vont les expulsions, je crois qu'il faudrait 17 ans
pour que les États-Unis renvoient tous les immigrés. 17 ans, en plus, s'il y a une immigration zéro. Donc voilà, je pense que c'est pas demain qu'il y aura 11 millions d'exclus. Ensuite, sur le fond, le pape condamne ça, mais il dit aussi qu'un pays a le droit il y a une immigration illégale qu'il ne faut pas assimiler immédiatement à de la criminalité, mais qu'il y a quand même une immigration légale, une immigration illégale, et que toute nation a le droit de gérer cette immigration, de prendre en compte cette immigration légale, et également de se défendre s'il s'agit de renvoyer, par exemple, les immigrés illégaux qui ont commis des crimes, ce qui représente, je crois que c'est un peu moins de 700 000 d'immigrés qui ont un casier judiciaire aux États-Unis. Mais n'est-ce pas un peu un double langage de la part du pape François qui dit donc, voilà, vous avez le droit de faire la loi chez vous parce que ce sont vos lois, et de l'autre, c'est une calamité si on renvoie des illégaux? C'est le discours, c'est vraiment la ligne de crête. On avait publié une longue analyse dans France catholique, la ligne de crête de la posture de l'Église sur l'immigration. Il faut rappeler aussi qu'il y a quelques mois, juste avant sa venue en Corse, il y a un peu plus d'un an, le pape François avait rappelé le droit des peuples à ne pas émigrer, même le droit des peuples à rester chez eux. Il avait repris en ça d'ailleurs les paroles de Jean-Paul II. Jean-Paul II qui lui-même avait parlé du droit des nations à préserver leur culture et à ne pas voir leur culture se changer. Mais également, c'est vrai, il faut reconnaître que l'Église, depuis Pie XII, assimile la figure du migrant à celle de la Sainte Famille. D'ailleurs, le pape le rappelle dans la lettre aux évêques américains. Donc, c'est une ligne de crête à tenir. Je pense que la ligne de crête, enfin l'aiguillon qui va permettre de faire la différence, c'est le droit des États à réguler les flux migratoires et la présence d'immigrés sur leur territoire en prenant en compte le bien commun. Ça, c'est dans le catéchisme de l'Église, il y a la notion de bien commun. Et donc, il faut que les responsables politiques prennent en compte ce bien commun et agissent en conséquence. Alors, est-ce que Donald Trump prend en compte le bien commun en annonçant vouloir déporter 11 millions Voilà, à titre personnel, je n'en suis pas convaincu, mais voilà, c'est sans doute à voir au cas par cas. En tout cas, c'est un élément à prendre en compte. Le bien commun, Alexandre Polatz, là-dessus. Je partage plusieurs points et j'ai aussi lu la lettre qui est très belle et il a toujours cette touche de spiritualité, le pape François, que j'apprécie, donc j'invite tout le monde à la lire. Moi, je pense qu'il y a une nuance sur laquelle on n'est pas totalement d'accord. Il dit, le pape, je cite, son désaccord avec toute mesure qui identifie tacitement ou explicitement le statut illégal de certains migrants à la criminalité. Donc, en fait, il fait la nuance. Quand on parle il fait les nuances entre ce qui est immigré, des personnes qui sont immigrés illégaux et des personnes immigrés illégaux qui conduisent à des actes de criminalité. Et donc, ce qu'il dit, c'est que, effectivement, s'il y a des actes de criminalité, les États peuvent agir. Mais il dit bien, attention, de ne pas renvoyer les immigrants illégaux tout de suite à de la criminalité. Et c'est un discours qu'on entend de plus en plus, et donc de ce point de vue-là, y compris dans notre pays, et donc de ce point de vue-là, je trouve que la prise de parole du pape est extrêmement bonne pour le bien commun, aussi parce que je pense que ce type de discours conduit à la division entre les êtres humains, à la division au sein des pays, et que ça ne va pas améliorer que ce soit la situation de personnes immigrantes qui ont une dignité humaine absolument fondamentale, mais aussi pour les liens sociaux entre les pays et pour faire nation dans chaque pays avec un flux migratoire qu'il faut qu'on prenne en compte et avec des gens qu'on doit accueillir et qu'on doit intégrer dans notre société. Sur la notion de bien commun, vous estimez que c'est un curseur, un repère pertinent, et quel contenu vous lui donnez dans ce cadre-là, sur ce sujet-là? Moi, ce que j'entends là, c'est qu'il dit principalement que la dignité de la personne doit guider les politiques. Et donc, ça, c'est hyper intéressant. C'est vraiment, c'est ça la boussole du bien commun qui va mettre en place. Il dit aussi autre chose qui est très important. Il dit: ce qui se construit par la force finira mal. Et donc, j'entends aussi que tout ce qui est rapport de force, et donc notamment d'attaquer des personnes pour ce qu'ils sont, et de tout de suite les catégoriser, les identifier comme étant des personnes dangereuses, va conduire à quelque chose de mal. Et c'est ce qui se passe beaucoup dans le discours actuel. Donc oui, la boussole du bien commun dans les politiques publiques manque sur la question migratoire. Ça ne veut pas dire, et il est plutôt nuancé dans son texte, que les États n'ont pas le droit à nouveau de pouvoir renvoyer des personnes ou de pouvoir mettre en prison des personnes qui font des crimes, mais jugées par la justice. Mais il faut absolument pouvoir avoir une vision de l'humain qui n'est pas juste
l'identifier à juste ce qu'il est, à juste dire c'est un migrant, donc il est un migrant illégal, donc il n'a plus de dignité humaine, donc il faut le renvoyer chez lui, donc c'est lui le problème de notre pays. Enfin, je veux dire, je suis désolé, il y a vraiment un discours là-dessus qui est très dur et qui ne répond pas, selon moi, à la boussole du bien commun, qui va contribuer à forger des liens. Et juste un chiffre sur la France, parce que je trouve ça assez intéressant, parce qu'on parle beaucoup aussi de cette assimilation entre immigration et délinquance en France. Déjà, il y a 98,6% des délinquants, des OQTF en France qui sont été condamnés par la justice, qui ont été condamnés par la justice. Ce que je veux dire, c'est que cette association entre délinquance et immigration n'est pas fondée sur des faits véritables. Et donc ça, c'est quand même hyper important de remettre aussi, si vous voulez, les faits au milieu du village, quoi. Alexandre Poidat, Constantin de Vergennes. Le musulman a le droit de tuer celui qui le tue. Vous l'entendiez à l'instant dans les infos. C'est ce qu'a affirmé hier le Tunisien Brahim Ouassaoui, 25 ans, jugé devant la cour d'assises spéciale de Paris pour l'attentat de la basilique de Nice, qui a fait 3 morts le 29 octobre 2020. L'Église entend se porter partie civile dans cette histoire, ce drame. Ce qui interroge, parce que c'est la première fois qu'elle le fait, donc au titre de l'ensemble de l'institution, qui pourtant n'est pas une personne morale, mais qui entend ici estimer qu'elle a des revendications à se considérer comme victime de ce qui s'est passé en 2020. Comment analysez-vous ce point ? Constantin de Vergennes. Alors, d'abord, d'un point de vue juridique, c'est la moindre des choses. La raison pour laquelle Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui est le président de la conférence des évêques de France, a choisi a demandé à être reconnu comme partie civile. Hein, c'est pas encore acté par le tribunal. Ça devait l'être hier, plus ou moins, puis voilà, on n'a pas eu l'info. Pas eu de nouvelles. C'est que tout simplement, le tribunal n'a pas retenu la circonstance aggravante d'attentat terroriste en raison de la religion. Pour le dire autrement, pour l'instant, le tribunal considère que cet attentat terroriste commis par ce Tunisien n'a aucun lien avec la religion catholique, quand bien même ce sont 2 fidèles et un sacristain qui ont été massacrés dans une basilique. Donc déjà, il y a ce point de vue-là. Donc c'était la moindre des choses, effectivement, que l'Église demande à être partie civile. Et puis également, Monseigneur de Moulin-Beaufort a expliqué qu'il voulait par cela montrer son soutien aux victimes et peut-être remettre un coup de projecteur sur cet attentat en disant que finalement on en avait assez peu parlé. Alors c'est vrai qu'à l'époque il y avait eu des directs sur les chaînes d'infos, il y avait eu des unes qui avaient été consacrées, c'est vrai, mais quand on y pense, une personne décapitée, une autre égorgée et une troisième lardée de coups de couteau en France, ça avait fait quand même étonnamment peu de bruit, et c'est peut-être l'occasion pour l'Église de rappeler que était victime d'un attentat terroriste, et surtout dans ce contexte de montée, ou en tout cas de continuation des actes antichrétiens en France. Donc vous estimez que, en quelque sorte, les victimes, si je fais un raccourci, les victimes lui appartiennent, si on peut dire, et qu'elle a des revendications sur le statut de ces victimes? Non, je ne peux pas dire que les victimes appartiennent à l'Église. Simplement, je pense que ça vient corriger une incohérence du tribunal qui considère que le présumé terroriste a agi de manière complètement décorrélée par rapport à la religion de ses victimes. Alors même, on rappelle qu'il a été vu par les caméras de surveillance en train de faire du repérage autour des lieux, qu'on a retrouvé des matériaux chez lui de radicalisation islamiste. Et puis la citation que vous avez rappelée tout à l'heure. Déjà, auparavant, il avait parlé de la France comme un pays de mécréants et de chiens, donc, ce qui donne déjà une certaine indication sur son mobile. Et il se défend d'être radical, hein. Il dit juste je suis juste musulman. Vous êtes d'accord avec les terroristes, veut savoir le président de la cour d'assises. Il ne s'agit pas des terroristes, c'est la vérité. C'est ce qu'a rétorqué l'accusé, qui calmement, en fait, a en quelque sorte, j'allais dire, défendu son point de vue, si tant est que ce soit un point de vue, mais en tout cas, c'est une affirmation. Alexandre Poidat. Il plaide aussi l'amnésie, je crois. Oui. Alors qu'il a dans son téléphone... Il dit ne se souvient de rien. Alors il y a plusieurs preuves qui ont été évoquées. Je pense qu'il a aussi dans son téléphone un élément qui m'a pas mal marqué, qui est une photo du président de la République en face du cercueil de Samuel Paty, qui avait été tué 3 semaines avant. C'était en octobre 2020 également.
Je partage, et je pense que là, la différence, ce que je trouve intéressant, c'est que l'Église va se mobiliser sur un enjeu de société, et qu'elle va au-delà, en fait, si vous voulez, d'une aspiration juste individuelle et morale. Et donc ça, je trouve ça intéressant de ce point de vue-là. Ce qui aussi change, et pourquoi Monseigneur Moulin-Beaufort prend la parole et se porte partie civile au nom de l'Église aussi dans ce cas-là, c'est parce que, par exemple, dans le cas du père Hamel, qui avait été assassiné à Saint-Étienne-du-Rouvray, là, il y avait un motif religieux qui avait été évoqué. Donc, il a aussi expliqué cela pour faire voilà, un deux poids deux mesures entre ces deux affaires. Donc ça, je trouve ça intéressant. Moi, j'espère juste qu'il ne va pas y avoir un débat entre guillemets politicien derrière, et qu'on ne va pas oublier avant tout les victimes. C'est la seule chose qui me préoccupe. Et d'ailleurs, j'aimerais bien rappeler leur nom, tout simplement, parce qu'on les connaît pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne les connaissais pas, pour être honnête, par rapport à d'autres victimes. Donc, c'est Nadine Vincent, Simone Barreto-Silva et Vincent Loquès, le sacristain. Et juste préciser que Simone Barreto-Silva et Vincent Loquès sont intervenus dès qu'ils ont entendu dire qu'il y avait quelque chose au sein de l'Église. Donc voilà, je voulais saluer leur courage aussi, leur dignité humaine. Est-ce que ce sont des martyrs ? Je ne connais pas la définition de martyr. Honnêtement, ce n'est pas à moi de m'exprimer là-dessus. On se posait la question entre nous hier. Ouais. C'est quel est le statut ? C'est pour ça que j'insiste un petit peu, peut-être un peu lourdement sur cette question du statut, mais dans la mesure où c'est arrivé dans une église, est-ce qu'il faut, mais peut-être qu'un canoniste pourrait nous renseigner sur le sujet, est-ce que, je ne dis pas mécaniquement, c'est pas ça, mais dans la mesure où vous avez été égorgé, assassiné dans une église, est-ce que, et que donc l'action était préméditée, est-ce que vous avez été assassiné en fonction de votre statut de chrétien ou pas du tout, hein, Constantin de Vergennes ? Alors c'est à l'Église de dire, parce que c'est elle qui décrète qui est martyr ou non. Quand on avait fait la une de France Catholique en mettant le portrait des trois victimes dont les noms viennent d'être rappelés, on s'était permis de mettre effectivement une palme au milieu des trois portraits, qui était la palme du martyr. C'était directement après l'attentat, mais c'est vrai que ça interroge, et se faire tuer dans une église. En plus de ça, Alexandre l'a rappelé, en allant porter secours. Alors que c'est vraiment un acte héroïque. Non seulement un acte héroïque au nom de la foi, au nom de la charité. Elle risquait sa vie pour sauver quelqu'un. Je veux dire, c'est donner sa vie pour l'autre. C'est la définition de ce qu'a fait le Christ ici-bas. Donc c'est très beau, c'est christique, et oui, ça relève, à mon avis, du martyr, mais il faut attendre le jugement de l'Église, si jugement il y a. Et voilà, justement, je ne savais pas s'il y avait en quelque sorte une procédure pour savoir. Ça, on ne sait pas, à ma connaissance, hein, je ne sais pas. Donc je pose la question à la cantonade, et puis on interrogera les autorités compétentes sur le sujet, de savoir si ces trois personnes dont vous avez rappelé les noms sont aujourd'hui, leur cas est aujourd'hui étudié par l'Église pour savoir si celle-ci doit se prononcer sur ce qu'elle pense de leur action héroïque, ainsi que vous l'avez rappelé. Ce sont des héros, effectivement, on peut le dire, en tout cas. On peut le dire. Alexandre Poilatz, Constantin de Vergennes, je vous propose, pour le temps qui nous reste, peut-être de parler de la loi handicap, puisque ce sont les 20 ans de la loi handicap. Il y aurait beaucoup de choses à en dire. On en a déjà parlé sur notre antenne. Il y a pas mal d'éléments à mentionner. Peut-être que les Jeux olympiques et paralympiques ont changé un petit peu notre regard aussi, médiatiquement parlant, sur le handicap. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut attendre du comité interministériel qui, le 6 mars, va se réunir et promet une accélération, un comité interministériel sur le handicap qui va donc se tenir et qui permettra donc de renforcer l'accessibilité 20 ans après la loi de 2005. Alors l'accessibilité, un certain nombre de services et faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées. Est-ce qu'il y a des priorités que vous voudriez souligner en la matière ? Constantin de Vergennes, Alexandre Poilatz. Alors, je déjà peut-être partager une anecdote personnelle. Il y a 10 ans, je travaillais pour la radio. On m'avait envoyé faire un reportage sur les 10 ans justement de la loi handicap. Et déjà à l'époque, je me souviens très bien, les responsables des associations de handicapés me disaient on a pris un retard, et on a quasiment pris un
un retard sur le retard. Ça me fait presque penser, c'est un peu tragique, mais penser à Mission Cléopâtre, cette adaptation d'Astérix au cinéma par Alain Chabat, où l'architecte numéro bis explique qu'on lui donne 3 mois pour construire un palais, et Otis, son assistant, lui dit oui, mais 3 mois, on a le droit à combien de retard en plus? Donc là, on est 20 ans après, ça a pris du retard sur le retard. Donc déjà, il faudrait que la loi tout simplement soit appliquée, ça serait un bon début. Ensuite, peut-être un point à relever, je pense que l'angle mort dans cette question de l'inclusion du handicap, parmi les autres angles morts, mais c'est celui que je voudrais mettre en lumière, c'est notamment des handicapés qu'on ne voit pas, et qu'on ne voit pas tout simplement parce qu'ils n'existent plus, en tout cas ici-bas. On peut penser notamment à tous les enfants dans le ventre de leur mère, dont on diagnostique des lourds handicaps. On peut par exemple penser à la trisomie 21, je crois que c'est 95% des trisomiques qui ne vont pas naître parce qu'ils sont victimes d'avortement avant la naissance. Je pense qu'il y a ça aussi qu'il faut inclure dans cette notion de handicap. On n'y pense pas souvent, parce que plus largement, c'est la question de la dignité humaine. Comment est-ce qu'on inclut toute personne qui n'ont pas objectivement une valeur marchande optimale, comme toute personne de 35-40 ans. Donc, je pense parler des enfants dans le ventre de leur mère. On peut aussi parler des personnes âgées, notamment cette discussion en cours sur la fin de vie. Rappeler qu'une personne, même très malade, même souffrant de martyre, garde une dignité justement inaliénable, et qu'il faut préserver la vie jusqu'au bout. À des degrés divers, nous sommes tous des personnes handicapées. Nous portons par exemple des lunettes. C'est une forme de handicap, mine de rien. Cécile Mérieux n'en a pas, mais vous en avez habituellement, Cécile? J'en avais. Voilà. Donc, après tout, jusqu'où faut-il considérer l'inclusivité, Alexandre Poidatz? C'est un petit peu ce que disait Constantin Vergène, c'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire. Jusqu'où considère-t-on le handicap? Oui, alors, et sur les chiffres, c'est assez intéressant parce que j'étais assez impressionné du chiffre. Il y a entre 5,7 et 12,8 millions de personnes qui sont, selon la définition, limitées par une altération physique, sensorielle, mentale ou cognitive. Voilà. Donc, quand on voit l'échelle, effectivement, entre 5 et 18 millions, c'est comment on définit cela. C'est pas à moi de définir, mais effectivement, on se rend compte que en tout cas, ça concerne quand même des millions de personnes, et qu'il y a quand même énormément de témoignages là-dessus. Moi, il y a un élément qui m'a marqué, c'est, je le recite, mais le rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés, ex-Fondation Abbé Pierre, j'ai réussi à le dire, qui cite l'accès au logement. Je trouve ça assez intéressant, parce que, en tout cas, si le handicap est difficilement définissable entre toutes ces personnes, mais donc il y a un seuil minimal, elles sont marquées par beaucoup de discrimination, et elles sont marquées aussi par la pauvreté. Et donc il y a 26% des personnes en situation de handicap qui sont pauvres. Elles gagnent en moyenne 300 € en moyenne médian de moins qu'un Français. Et donc, ça leur donne des difficultés d'accès au logement. Et notamment, par exemple, l'allocation d'adultes handicapés ne leur permet pas d'avoir accès et sont souvent rejetés par les bailleurs. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et j'aimerais aussi mettre la lumière sur les personnes qui les accompagnent. Parce que là, on a parlé des personnes... Juste pourquoi sont-elles rejetées par les bailleurs, alors que elles ont une allocation? Parce que l'allocation adulte handicapé, elle est environ à un tout petit peu plus de 1000 €, c'est en dessous du SMIC. Donc ce n'est pas suffisant pour les bailleurs pour des raisons économiques. Ils se dire que ce n'est pas... Voilà. Il y a l'idée aussi qu'on peut peut-être difficilement expulser des personnes handicapées. Parce que la loi protège peut-être beaucoup ces personnes-là, en cas de litige, par exemple. Je ne sais pas. Peut-être. C'est une question. Mais j'aimerais aussi parler des aidants, parce que là, on a parlé parce qu'en fait, c'est un écosystème quand même très vivant, tout cela. Il y a quand même 9 millions de personnes qui aident des personnes en situation de handicap. Donc, j'aimerais aussi ne pas oublier ces personnes-là, et en particulier les AESH, les aides, les accompagnants à l'école de personnes en situation de handicap, qui sont souvent très mal rémunérés aussi, 850 € par mois, souvent en CDD, qui n'ont pas un emploi à temps plein, qui sont 86 000 en France. Et c'est vraiment, pour le coup, une des évolutions qu'il y a eu de la loi du handicap, parce qu'il y avait uniquement 100 000 élèves qui étaient en situation de handicap, qui étaient scolarisés dans une situation, entre guillemets, ordinaire à l'école avant. Aujourd'hui, c'est 500 000. Donc il y a eu une explosion, mais avec une explosion de ces personnes qui les accompagnent. Donc on peut se réjouir, mais avec qualitativement encore beaucoup d'efforts, y compris pour rémunérer ces personnes qui soignent la dignité humaine. Merci beaucoup à tous les deux. Alexandre Poidatz, cofondateur de Lutte et Contemplation, et Constantin de Vergène, journaliste à France Catholique. En un mot, Constantin, la une de France Catholique, 2 secondes. Sainte Bernadette de Lourdes à Nevers, sa vie cachée.
Eh bien, il y a une fête de Sainte Bernadette au lendemain, donc, des apparitions de Lourdes. Merci Constantin de Vergennes et merci Alexandre Poidatz. Excellente matinée et le débat du jour revient demain à partir de 9h.